Alors, docteur Sandintene, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, ce matin, comme d'habitude, sur la page Facebook de Canal Matin, nous avons de nombreuses réactions, de nombreuses questions. On va commencer, bien entendu, à la question de Giscard Méli qui dit « Bonsoir, madame. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on portait la ceinture sur le cou du chien? C'est la ceinture, là, ça s'appelle la ceinture. Mon frère, est-ce que c'est le pantalon? Effectivement, nous avons décidé de ne pas censurer les questions. D'accord. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions bêtes. Bon, en fait, ce que vous appelez la ceinture, monsieur Méli, c'est un collier. Dans le langage professionnel, ça s'appelle un collier. C'est exactement la même configuration qu'une ceinture. Bon, pourquoi est-ce qu'on le porte à un chien? C'est déjà pour pouvoir maîtriser le chien. Si vous voulez tenir votre chien, que ce soit même avec la main, ce ne sera pas confortable de le tenir par la peau de son cou. Donc, vous avez besoin quand même d'une attache, d'un support pour pouvoir le maîtriser. Et aussi, le collier est indispensable à tenir, à placer une laisse. Donc, si vous voulez vous promener, si vous voulez, même pour des cours d'éducation, apprendre la marche au pied au chien, vous avez besoin de le tenir en laisse. Donc, le collier, c'est un accessoire indispensable vraiment pour nos animaux. Ce que vous appelez la ceinture autour du cou, là, c'est le collier. Maintenant, ce que vous appelez souvent la corde du chien, c'est la laisse. Voilà, donc il y a le collier et il y a la laisse, et non la corde. Ce n'est pas la corde. Et donc, ce n'est pas une fantaisie, ça a son importance dans la maîtrise de votre chien, dans la bonne éducation de votre chien. Alors, il y a notre réaction, celle de Francky la Chouchette, qui dit docteur, s'il vous plaît, depuis 1 an, ma chienne, la Boebel, voilà, âgée de 5 ans, n'a plus eu sa chaleur. J'aimerais savoir pourquoi. Oui, les chaleurs chez les animaux, chez les chiens particulièrement, en général viennent 2 fois par an. Donc, bois-bol, j'aimerais bien que la réalisation vous montre à quoi ressemble un bois-bol. Tout à l'heure, ils sont en train d'y travailler. Et donc, la chaleur, c'est quoi? Ces animaux ne sont pas comme chez nous, les humains, où l'acte sexuel peut être commandé psychologiquement, psychiquement. Chez eux, ils ont besoin de cette préparation physique et tant que la femelle n'est pas entrée en chaleur, elle ne pourra pas accepter d'être saillie. Donc en général, chez eux, c'est 2 fois par an. Et avant la période, la chaleur a 2 phases. Donc on a le pro-ostrus, on a le strus. Le pro-ostrus, c'est pour préparer, vous préparez vous-même le propriétaire à savoir que dans quelques jours, elle pourra entrer en période d'acceptation de ça, c'est un bois-bol? Oui, là, c'est le bois-bol mâle. Donc, ça, c'est un chien? Oui, c'est de la classe des molosses. Donc, effectivement, lorsque on est en phase de préparation, on voit la chienne qui fait des petits pipis un peu partout. Et en général, on a la vulve qui gonfle et qui est rouge. Et après, on a l'écoulement sanguin. Dans cette période encore, elle ne peut pas encore accepter le mâle. C'est 10 jours, passer la première phase de 10 jours, après pendant la deuxième phase de 10 jours, elle peut accepter le mâle. Et en général, ce sont des phases qui sont bien chronométrées. Donc, si c'est tous les 6 mois, ou tous les 5 mois, ou tous les 7 mois chez votre chienne, ça ne va pas rater. Maintenant, lorsqu'on est dans une phase où on a des irrégularités, c'est un signe d'alerte parce que ça peut traduire des problèmes hormonaux, un dérèglement hormonal, un dérèglement utérin et même parfois des infections. Donc, c'est une occasion pour vous de consulter, de faire consulter votre chienne. Est-ce que l'absence de chaleur s'accompagne d'autres signes au niveau de la sphère génitale de votre chienne? Tout ça, c'est à déterminer avant de vous proposer une solution. D'accord. Alors, docteur, si dans ce cas, on a un internaute ou alors quelqu'un qui possède un animal de compagnie qui sait bien de quoi il est question, il s'arrache, on a quelqu'un d'autre qui a une autre préoccupation. Elle s'appelle Delphine. Delphine Tanchat qui dit, docteur, je veux un chien de race qui mange le couscous. Pas de viande rouge. Ouais, Seigneur Delphine, tu m'as tué. C'est quelle race? Eh bien, un chien de race qui mange le couscous. Elle n'a pas la boîte de la viande, même le chien de race. En fait, ils sont nombreux. Ça fait rire, mais ils sont nombreux à bien vouloir un chien. Mais côté budget, vraiment, ils veulent le budget de perroquet. Donc, bon, tout ce que je vais dire, c'est que ce n'est tout simplement pas possible parce que votre chien, le chien demeure un carnivore. Tout à fait. Maintenant, vous avez la possibilité de jongler, on va dire. C'est-à-dire,
Au lieu d'aller acheter ouvertement la viande rouge que vous et moi nous consommons, il y a des techniques. Beaucoup sont abonnés à des restaurants pour récupérer les restes des restaurants. Beaucoup sont abonnés chez des bouchers pour récupérer les déchets, si on va dire. Tout ça pour pouvoir assurer le minimum d'apport en protéines animales. Tout à fait. Donc, si vous voulez vraiment avoir un chien, ce n'est pas les techniques de jonglage qui vont manquer. Mais maintenant, si vous devez nourrir votre chien dans le jonglage, vous ne devez pas chercher un chien de race. Voilà. Cherchez notre bon chien camerounais et vous allez jongler et ça va donner quelque chose. Et il va jouer son rôle de gardiennage. On prend dans le même contexte dans la vie. Vous-même. Comment elle s'appelle encore, Patricia? Delphine. Vous-même, Delphine, est-ce que vous mangez le couscous tous les jours? Il n'y a pas de fois, quand vous voulez jongler, vous pouvez mettre un peu le mbunga, un peu mettre un peu le poisson, un peu mettre un peu... Même le chien aussi a besoin de la même chose. Même dans le compte, on met un peu les crevettes. Voilà, des gens vont s'abonner chez les vendeurs de porc en route. Il y a des techniques. Il y a des techniques, même dans les fermes. Ceux qui élèvent des poulets, quand il y a des mortalités, ils mettent de côté pour des gens qui élèvent les porcs, qui élèvent les chiens. Donc, il suffit de chercher. Si vous aimez votre chien, vous allez trouver une solution qui s'adapte à vos moyens. Alors, docteur, on a une autre question, toujours sur la page. Diblo Mokhtar qui dit bonjour, docteur. En lisant sur Internet, j'ai appris qu'il y a de nombreux coronavirus chez les animaux. Oui, ça m'a fait un peu peur. Est-ce le même qui est en train de faire des ravages en ce moment? Et peuvent-ils transmettre leur virus à l'homme? Là, c'est la question de Diblo Mokhtar. Oui, donc il faut dire que ça n'a pas l'air, mais les vétérinaires sont, je crois, plus informés en ce qui concerne les coronavirus, même que les médecins. Oui, ça n'a pas l'air. Les vétérinaires sont peut-être silencieux en ce qui concerne l'actualité, mais il faut vous dire qu'en médecine vétérinaire, nous avons une pléthore de coronavirus. Ça n'a rien à voir avec le Covid qu'on vit à l'instant. On a des maladies, par exemple, les éleveurs connaissent très bien ce qu'on appelle la bronchite infectieuse, ceux qui élèvent les poulets. C'est un coronavirus. Coronavirus, c'est un virus ils ont la même conformation avec la couronne au-dessus, comme une capsule, mais qui cause des maladies, que ce soit en élevage des petits ruminants, que ce soit chez les oiseaux, la dinde, les porcs. Cette bronchite, est-ce que c'est ça qu'on appelle communément la peste? Non, non, ça n'a rien à voir, voilà. Donc, ils causent des maladies variées. Ils ont des tropismes, que ce soit génitaux, que ce soit respiratoires, que ce soit même digestifs. Donc, ça dépend justement du type de maladie et du type d'élevage. Donc, vous avez raison, c'est vrai, en médecine vétérinaire, on a une pléthore de coronavirus. Et le coronavirus a la particularité qu'il mute très peu, contrairement par exemple au virus de la grippe. Donc en termes de mutation, on a moins d'inquiétude concernant ces virus par exemple, mais chez eux, on a ce qu'on appelle la transformation génétique où ils peuvent la recombinaison génétique où ils peuvent rencontrer un autre virus et se recombiner, mais ce sont des événements qui sont exceptionnels, qui sont si on avait cette recombinaison facilement, nous n'en serons pas là, nous aurons eu la pandémie il y a très longtemps. Donc, vous avez raison, on a beaucoup de coronavirus en médecine vétérinaire, mais il n'est pas du tout, ce n'est pas le Covid-19, ce n'est pas la même chose. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai une question particulière aussi, parce que bon, tout petit, même à l'âge adulte, on entend parler naturellement, on voyait souvent la poule là. La poule commence à envoyer, le corps commence à envoyer le coup d'un côté là. Chez nous à Balva, on appelle ça que le tutsu. Non, on appelle ça le tutsu. Et là, on disait qu'on peut plus consommer. On disait qu'on peut plus consommer, que la poule là est malade. Comment est-ce qu'on appelle cette maladie là? Non, il y a des maladies commence à baver, la poule. qui se manifestent par un torticolis. Voilà. Il commence à aller à gauche. Voilà, exactement. Exactement. Chez le poulet, on a des maladies comme la maladie de Newcastle qui est la peste chez eux. Oui, donc on peut avoir ce signe de torticolis aussi dans cette maladie. Il y a plusieurs autres maladies qui peuvent donner le torticolis. Mais c'était par sagesse que au village on abattait parce que c'est souvent des maladies virales. On n'a pas les moyens au village surtout de traiter une maladie virale. Donc avant que le poulet ne meure, on l'abat. Et les parents disaient qu'il faut de le capso. Capso, c'est la capsule rouge-jaune. Oui, rouge. Et qui est la tétracycline. C'est un antibiotique. Ah, donc tout ce qu'il peut faire, tout ce que le capso pouvait faire, c'est juguler les symptômes connexes. Donc peut-être s'il y a une diarrhée ou peut-être il y a une toux à côté, ça pouvait aider, mais ça ne pouvait pas
cibler la cause. Pas dit ça. Ouais, comment? Donc, si Mais ça à venait ça, oui. trouver un Mais poulet je qui a retrouve encore des ses réserves souvenirs quand même. immunitaires à jour, ça aidait. Mais si ça trouvait un poulet qui était déjà totalement affaibli, ça ne pouvait pas aider. En fait, quand tu en parles, je retrouve les souvenirs, on tenait le bec ferme comme ça pour lui verser. Mais c'est vrai, parce que Il a fait les calculs dedans, est-ce qu'il y a une technique particulière? Bon, par exemple, les parents qui font juste l'élevage subsidiaire, juste comme ça pour la maison, est-ce qu'il y a des aliments, est-ce qu'il y a des médicaments qu'ils devraient donner à ces poulets pour... Oui. Quand on sort renforcer déjà le de système la sphère d'élevage familial, l'élevage de convenance, on aime le poulet comme son enfant. Oui. Il grandit 5 ans devant nous. Lorsqu'on sort de cette sphère où on veut quand même rentabiliser, c'est-à-dire rentabiliser ne veut pas toujours dire vouloir vendre, Oui. mais si on veut élever parce qu'on veut obtenir de la viande Oui. pour faire 1 ou 2 repas à la maison, c'est déjà un objectif. Oui. Ça nous permet de ne pas aller au marché et de à fait. sauvegarder 5 000 francs par exemple. Donc c'est déjà un objectif financier. Lorsque vous avez déjà cet objectif, vous allez devoir affiner la pratique de votre élevage. Oui. Vous allez vous informer sur le type d'aliments à leur donner et il y a des médicaments, il y a une certaine prophylaxie pour les poulets villageois qui ont une durée de vie plus longue. Oui. Ils sont assez rustiques en ce qui concerne des maladies, mais ils ont besoin aussi d'un certain minimum de protection. Tout à fait. Et voilà, vous vous renseignez, même si c'est 5-10 poulets, votre vétérinaire saura quoi vous dire. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que les poulets du village ne meurent pas vite. Hein. Ils sont rustiques, ils ont vraiment cette rusticité-là Ouais. que le poulet de chair n'a pas. Voilà. D'accord. Donc vous aussi à la maison, ne restez pas comme ça, vous regardez seulement. Posez des questions. Allez sur la page Facebook Oui, du Canal c'est Matin. possible. Posez Posez toutes des les questions questions. aussi idiotes des Il y fois a par pas- Estelle. oui, Il n'y a pas de bêtes questions. C'est très important. Ça vous permet d'être instruit, d'être éduqué, de savoir exactement comment est-ce que vous vous comportez. Moi, à l'époque, on parlait tout sur la poule, aller à gauche, je ne savais pas ce que c'est. Maintenant, le vétérinaire m'a expliqué exactement ce que c'est. Donc, vous comprenez que ce que j'ai dit, c'est parce qu'il y en a à la maison qui se posent la même question, Oui. mais qui ne savent pas comment faire. Oui. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer? Parce qu'ils sont nombreux qui, naturellement, ont d'autres préoccupations, qui aimeraient vous rencontrer personnellement. Oui, École américaine? École américaine de Douala, à Bonapriso, avenue de l'Indépendance. Donc, je suis juste en face, au cabinet vétérinaire en face. Super. C'est très Voilà. intéressant. Merci, docteur.